Donc, à mon tour de prendre la parole sur un sujet qu'on a évoqué à plusieurs reprises et que je vais pouvoir détailler parce que j'ai eu l'honneur et le plaisir de le coordonner. Donc, c'est l'appel à projet de recherche en soins, donc son édition 2021, la première, et j'espère pas la dernière, qui a permis donc à un certain nombre de projets de bénéficier d'un soutien. Donc, concernant sa genèse, c'est vraiment important et je tiens à le rappeler et à remercier l'ARS pour son soutien et sa confiance. C'est un appel à projet donc, qui a été cofinancé par l'Agence régionale de santé et qui est donc, dont l'objet est la recherche en soins. La recherche en soins, donc c'est une des priorités thématiques, le professeur Simon l'a dit, du projet scientifique du GIRSI, donc qui a été établi en 2019 et donc qui donc fait l'objet de financements spécifiques et d'actions dédiées comme témoigne cet appel à projet. La recherche en soins, donc c'est un sujet important donc pour le GIRSI et aussi donc pour l'Agence régionale de santé, car c'est un levier d'amélioration de la qualité des soins, d'amélioration des parcours et de l'attractivité professionnelle. Donc c'est en fait au moment où on a co-construit ce projet-là, c'était vraiment dans une optique d'être gagnant-gagnant pour la région et la recherche. Un appel à projet en recherche en soins, pourquoi ? Parce que c'est un besoin du territoire. C'est vrai que tous les autres GIRSI, si on se compare, ont un appel à projet thématique dédié à la recherche paramédicale. Le nôtre ne l'avait pas. Et c'est donc une thématique que l'on soutient spécifiquement. C'est aussi pour soutenir la production donc, de connaissances scientifiques pour les professionnels du soin, bien sûr, dans leur prise de décision ou leur pratique, mais aussi, bien sûr, pour l'ensemble des professionnels de santé, pour leur travail au quotidien. C'est un appel à projet qui s'adresse à donc, une population spécifique, mais très large, donc aux paramédicaux, tels que définis donc, par le Code de la santé publique au livre 3. Donc j'ai mis en bas toutes les professions donc, qui sont éligibles et qui ont été éligibles donc, pour répondre à cet appel à projet, qui a vraiment été conçu par mimétisme avec le PHRIP, donc le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, qui sera présenté tout à l'heure, pour mettre le pied à l'étrier d'acteurs régionaux et s'inscrire donc dans un continuum, c'est-à-dire proposer un premier financement, un premier projet au niveau de la région, monocentrique ou avec plusieurs sites, puis après peut-être un projet national de plus grande envergure au PHRIP. Donc cette notion de continuum elle est aussi importante pour nous, pour les GIRSI, pour travailler en cohérence avec ce qui est fait au national. Donc le GT réseau, je ne vais pas revenir dessus, mais donc ça a été vraiment l'incubateur, on va dire, c'est vraiment un appel à projet qui a été co-construit et imaginé par ses membres, dont j'ai rappelé donc les structures d'origine sur ce diapo. C'est donc un appel à projet qui nous permet aussi de garantir un gage de pertinence sur le besoin couvert par cet appel à projet-là, en tenant compte donc, des besoins des professionnels qui font partie de ce groupe. Ça a aussi permis de créer une dynamique collective au sein du groupe pour travailler en commun et aussi lancer donc, cette dynamique au niveau de la région et favoriser donc, les collaborations pour monter un projet ou y participer. Et donc, comme je l'ai rappelé, c'est un appel à projet, évidemment, qui a été imaginé et construit en cohérence avec les autres appels à projets nationaux. Il couvre un large champ de recherche dans tout lieu d'exercice des paramédicaux. Donc ça, c'est important, parce qu'en fait, tous les aspects de la recherche appliquée en santé sont les bienvenus, à la fois donc, des recherches interventionnelles, observationnelles, qualitatives, quantitatives ou mixtes, et aussi en privilégiant des questions d'amélioration, donc des pratiques, que ce soit des stratégies de soins, des référentiels de prise en charge, des méthodes innovantes de soins, mais aussi des questions liées à l'organisation des soins ou au parcours de soins. Donc ça couvre un large champ de possibilités et de projets, comme en témoignent et en témoigneront les projets qui seront sélectionnés. C'est aussi un appel à projet qui a été construit de manière très ouverte pour à la fois accueillir, tendre la main aux professionnels de santé exerçant à l'hôpital, mais aussi en ville. Donc on verra, je reviendrai après dessus, que
ça n'a pas forcément eu, en tout cas pour la première édition, l'effet escompté, mais je pense que c'est aussi une dynamique, et ça a été rappelé par Marina et Julien, une dynamique ou en tout cas une direction dans laquelle on doit mieux travailler pour créer du lien avec ces acteurs en ville. Et surtout, et ça je pense que c'est vraiment une innovation et un réel plus parce qu'il n'y avait pas vraiment d'appel à projet répondant à ces besoins-là. Il est construit en 2 volets, avec un volet donc émergence pour favoriser un développement d'une culture locale de la recherche. Donc là, c'est plutôt des petits projets monocentriques d'une durée maximale de 24 mois, les études de faisabilité étant acceptées, et donc avec une notion d'induction pour des projets plus ambitieux, et un budget maximum à 25 000 euros par projet. Un deuxième volet, convergence, donc lui, pour des études de plus grande ampleur, au niveau de la région toujours, associant au moins 2 structures distinctes et donc au moins une structure non universitaire, et avec une durée maximum de projet de 36 mois et un budget max de 100 000 euros par projet. En sachant que l'enveloppe totale, grâce au soutien de l'ARS, était de 450 000 euros, donc ce qui est effectivement généreux et conséquent pour une première édition, et on souhaite que cela puisse se pérenniser dans le temps. La sélection, elle s'est faite en une phase et en 2 phases, en fait, de manière différenciée pour tenir compte aussi de la nature des projets. Donc, elle a été confiée à la CES, donc la commission d'expertise scientifique du GIRC Île-de-France, qui est composée de 74 membres donc, multidisciplinaires, dont des représentants donc, des soins infirmiers. Les projets déposés dans le volet émergence ont été donc évalués par 2 rapporteurs de cette commission en une phase, ce qui a permis aussi de gagner du temps et donc pour des petits projets de leur permettre d'être lancés rapidement, parce que les résultats donc, de cette phase sont déjà publiés. Et pour le volet convergence, quant à lui, donc là c'est une procédure un peu plus classique avec un dépôt en 2 étapes, une lettre d'intention puis un projet complet et donc une expertise par 2 rapporteurs de la commission, complété par au moins 2 expertises de professionnels hors Île-de-France. Le calendrier, je le rappelle, donc, il n'est pas terminé. On aura les résultats finaux à l'issue de la réunion de la CES du GIRC qui est prévue le 23 novembre. Donc, mais on a déjà, depuis le mois de juin, donc terminé la phase émergence pour les projets qui ont été sélectionnés en une phase et dont certains seront donc présentés lors de la session de poster que vous pourrez découvrir durant la pause et l'heure de déjeuner. Sur le résultat intermédiaire, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu 27 projets déposés pour cette première édition, 18 dans le volet émergence et 9 dans le volet convergence. Donc, il y avait quand même un fort tropisme pour ce volet de projets de plus petite envergure, mais donc qui répond, je pense, à un réel besoin, avec 56% de répondants donc, qui étaient infirmiers ou infirmières, 26% de masseurs-kinés, 11% de psychomotriciens. Sur la répartition des établissements de santé répondants, je l'ai donné ici. Donc, on couvre un large champ d'établissements que j'ai rappelé, de tout secteur, de toute taille, la PHP bien sûr, mais aussi des établissements des centres hospitaliers comme Versailles, Créteil, Poissy-Saint-Germain, la Fondation Rothschild, donc la Chia Bégin qui a déposé un projet, et des porteurs aussi issus d'autres structures comme un réseau de kinésithérapie régionale, départementale ou un institut de formation dédié aux masseurs kinés. Donc ça, je pense que c'était vraiment une satisfaction sur le plan de la répartition et la ventilation des projets parmi les structures représentées. Sur le résultat, je l'ai rappelé ici, donc 18 projets sur lesquels 7 ont été donc, retenus pour être financés. Donc ça, c'est dans le volet émergence. Et dans le volet convergence, donc 4 ont été retenus pour la seconde phase, c'est-à-dire pour déposer un projet complet, et seront donc évalués le 23 novembre prochain. Cela représente donc une dépense sur le volet émergence donc qui est un peu
un peu supérieur donc à la sous-enveloppe qu'on y avait consacrée, mais qui a été accordée par le bureau du GIRSI pour permettre donc à ces 7 projets-là qui avaient de qualité, de très bonne qualité, d'être mis en place. Sur le volet convergence, donc on aura la réponse à la fin du mois de novembre, mais on espère donc en financer avec l'enveloppe 2 ou 3, en sachant que le budget moyen, vous voyez, il est inférieur au budget maximum autorisé. Les 7 projets lauréats, donc je les ai rappelés ici, mais donc ceux qui sont en bleuté sont présentés sous forme de poster. Les autres n'ont malheureusement pas pu être présents aujourd'hui et s'en excusent, mais vous pourrez donc découvrir en tout cas les 4 premiers, donc, qui sont portés à la fois par des infirmiers et une psychomotricienne, pardon, et qui donc couvre des thématiques très diversifiées, comme le permet le champ de l'appel à projet, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Les enjeux pour cet appel à projet, parce que évidemment l'idée de cette première édition, c'est de capitaliser sur l'expérience et de la reconduire. Donc c'est de maintenir la dynamique engagée donc en 2021 pour mobiliser encore plus d'acteurs, faire émerger encore plus de projets, couvrir un champ encore plus large de thématiques et d'établissements répondants. Donc en sachant que les impacts positifs des actions qu'on a menées en 2021, ils ne pourront être vraiment visibles que si cette dynamique elle est reproduite au cours de plusieurs années. Donc c'est vraiment une volonté en tout cas du GIRSI et on espère aussi de notre cofinanceur, l'ARS, de poursuivre le partenariat pour permettre de reproduire cet appel à projet chaque année. Gagner en notoriété, donc ça c'est aussi important en matière affiner notre stratégie aussi de communication et d'information pour que l'information elle touche bien toute la cible parce que voilà, les paramédicaux couvrent un large champ de professions, de métiers, donc qu'il est important donc d'apporter cette information auprès de chacun pour que chacun puisse y répondre. On a vu donc les statistiques, c'est vrai qu'aujourd'hui l'appel à projet est évidemment très connu auprès des infirmiers, des masseurs-kinés, un peu moins sur les autres professions, mais donc on pourra, et c'est aussi via l'organisation de cette journée, je sais qu'il y a une diversité importante de professions représentées, mieux le faire connaître. Développer la recherche paramédicale en ville, effectivement, il n'y a eu aucun projet qui a été déposé par des professionnels paramédicaux exerçant en ville, donc ça c'est aussi un axe sur lequel on doit réfléchir, et à nouveau je pense que la communication est un levier qui devrait nous permettre de le résoudre. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres leviers en ville qui malheureusement constituent des écueils pour la recherche. Un appel à projet dédié a récemment été lancé sur la recherche en soins primaires, donc, dans lequel étaient invités tous les acteurs de soins primaires, quelle que soit leur profession, à répondre. Et c'est vrai que pour l'Île-de-France, à nouveau, malheureusement, aucun paramédico n'y a répondu. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux importants pour 2022 pour nous, GIRSI. Et enfin, ça va être donc de suivre l'avancement de ces projets, donc évidemment, parce qu'on en espère avoir donc, au total une dizaine pour accompagner leurs porteurs et surtout valoriser les résultats au niveau de la région pour permettre une diffusion à l'ensemble des acteurs régionaux de leurs résultats et aussi permettre aussi, pourquoi pas, des collaborations, si c'est encore possible, pour intégrer les projets. Alors c'est vraiment possible, hein. L'appel à projet, je suis passé un peu vite, mais il a été vraiment conçu et ouvert à toute configuration et à cette diversité d'acteurs. Donc c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas eu de répondants de ce profil-là et de montage de projets de cette nature. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi une communication à faire assez spécifique pour bien apporter l'information et dire que c'est possible. Mais c'est tout à fait, en tout cas le texte tel qu'on l'avait conçu le permettait et c'est quelque chose qu'on souhaite bien sûr conserver. Donc là-dessus, voilà, on a des relais en ville, ça se structure aussi, des centres de santé universitaires, des maisons de santé universitaires dans lesquelles donc, il y a aussi des paramédicaux qui exercent. On va essayer aussi d'aller les voir pour leur présenter les résultats et la possibilité de répondre à cet appel à projet. Je pense que là, bon, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est le calendrier. C'était peut-être pas aussi le meilleur moment cette année de le lancer. Il a été lancé au mois de mars. On était encore en plein
voilà, Covid, confinement, où en tout cas les services étaient encore fortement en tension. Donc c'est vrai que voilà, on a pris la décision quand même de le lancer, mais l'environnement était pas forcément de travail n'était pas forcément propice, quoi, compte tenu de la pression. Mais c'est peut-être un travail aussi qu'on peut engager avec l'ARS, parce que c'est vrai que c'est des partenaires que vous connaissez aussi bien, et qu'on pourrait donc mieux diffuser l'information, parce que c'est vraiment possible. Donc pour les libéraux, ce qui est plus difficile, c'est ils sont isolés, ils sont parfois tout seuls même, et il n'y a pas de structure de support, ils n'ont pas de moyens de promotion, donc il faudrait presque leur apporter, entre guillemets, à domicile, une certaine infrastructure. Oui, et on a vu que pour les médecins généralistes, c'est possible, ils ont les mêmes contraintes en ville que les paramédicaux. Ils peuvent s'associer donc à des établissements de santé, à des URC, à des DRCI pour assurer la promotion des projets. Mais je pense que, je suis tout à fait d'accord avec toi, le GIRC, par son panel de services, peut aussi, notamment l'appui méthodo que tu peux apporter, et puis la mise en relation que nous, on peut mettre, qu'on peut faire avec des structures. Tu te souviens que quand on a été contacté par des orthophonistes qui exerçaient en libéral, mais qui ont eu l'information très tardivement et n'ont pas pu monter leur projet. Je pense qu'elles seront prêtes pour l'année prochaine. Et c'est vrai que typiquement ces acteurs-là, c'est aussi, je pense, qu'un rôle du GIRC de les orienter vers la bonne structure hospitalière avec les bonnes ressources pour monter leur projet, parce qu'effectivement la promotion, c'est un métier en soi et ça ne peut pas être réalisé par tout un chacun. Oui, je voudrais commenter ce que vient de dire Philippe Agerter. Je suis entièrement d'accord avec lui, bien sûr. Et je pense qu'aussi on ne peut pas déclencher comme ça en on-off la recherche. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut une culture et de la recherche. Et cette culture, on l'acquiert petit à petit. Les médecins en ville, par exemple, ils ne sont pas devenus chercheurs du jour au lendemain. Ils ont beaucoup participé à la recherche clinique qui venait vers eux. Et ça leur a appris, ça leur a donné envie, ça les a stimulés. Et je pense que la même chose devrait se faire aussi au niveau des paramédicaux, c'est-à-dire et notamment dans le travail si on a des recherches réseau ville-hôpital, ça permettra de développer petit à petit. Et puis il y a des gens qui vont se former, etc. Donc je ne pense pas que tout d'un coup, en 1 an, en 2 ans, on va avoir pléthore de projets. Tant mieux si on en a quelques-uns. Mais surtout, le rôle qu'on a, effectivement, c'est essayer de développer cette culture, de donner envie et de proposer des projets dans lesquels ils peuvent s'investir. Et puis petit à petit, leur apprendre, les aiguiller, comme vous venez de le dire, Bastien, sur comment ils peuvent faire s'ils ont des idées, à les aider à monter des projets, parce que ça ne s'invente pas. C'est un vrai métier, c'est du travail, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'investissement. Et donc, je parle d'investissement évidemment mental, pas financier. Le financier vient par ailleurs. Donc, vraiment, c'est une question aussi de culture qui est très importante. Merci Bastien. Bonjour, Peggy Gatignol, professeur des universités à Sorbonne Université et directeur du Centre de formation en orthophonie Île-de-France. Alors, je réagis directement avec ce que Bastien vient d'annoncer concernant les orthophonistes et notamment les libéraux, puisque c'est quand même une grande partie, 19 000 orthophonistes libérales et 2 000 équivalents temps plein hospitaliers en France, donc on a plus de libéraux, bien évidemment. Je pense qu'il faudrait rebondir, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit précédemment, mais aussi sur des partenariats peut-être, valoriser tous ces résultats et ces collaborations avec des écoles doctorales. Moi, je sais qu'au sortir du master orthophonie, j'ai 8% d'étudiants, ex-étudiants, qui poursuivent en école doctorale, avec des champs tellement diversifiés et des sources de financement très très larges, y compris des financements CIFRE. Il y a plein de choses, je pense, de collaboration. On a vu ce qui a été dit précédemment avec l'ARS, mais je pense que là aussi, il faudrait faire connaître, diffuser large, et peut-être ce qu'on fait, Judith, Julien, on se connaît par ailleurs et on travaillera certainement davantage aussi, connaître et faire ces connexions, faire en sorte qu'on soit partenaire. J'ai pris plein de petites notes de ce que vous avez dit. Il y a des pilotes, il y a des copilotes sur GIRC. Je pense que là aussi, il faut qu'on avance et qu'on puisse se mutualiser nos expériences, certes,
mais surtout faire en sorte que les portes désormais ouvertes puissent servir et que ces collaborations-là fassent émerger. Il y a plein, et j'espère que dans la salle, il y a plein de gens qui seront motivés pour poursuivre. Et je pense que les CIFRE ou les écoles doctorales, ou même il y a des financements il y a beaucoup de financements malgré tout. Il faut prendre le temps d'aller les chercher. Voilà. Mais je pense que ça, les écoles doctorales, elles sont très très larges, et notamment en Île-de-France, sur l'Ouest. Il y a beaucoup de choses à faire pour les paramédicaux. Je pense aux psychomotes aussi, et puisque j'en ai recherché pour des ex-étudiants ou des orthophonistes. Oui, je pense qu'il y a des choses. Ok. Je peux peut-être répondre, Bastien, juste. En fait, sur le GIRSI Grand Est, il y a tous un thésaurus. Voilà, tu le sais. Des appels à projets nationaux qui existent. Voilà, et ben il faut le scruter régulièrement, et l'après-ESO, il sera aussi sur ce thésaurus-là. Donc, tu voulais qu'on continue? Non, c'était juste, effectivement, c'est tout à fait mon rôle et le rôle du GIRSI de porter après la parole et au moment de porter l'information auprès des acteurs. C'est vrai que là, le champ il est énorme, mais je pense qu'une journée comme celle-ci permet aussi de mettre un pied en avant et mieux identifier les structures. Mais si on le refait l'année prochaine, on le refera différemment parce que, en tout cas, pour le lancer, on communiquera de manière beaucoup plus ciblée. Oui, alors merci Damien Galtier, donc diététicien. Et moi, je pense aussi peut-être passer par tout ce qui est la recherche en prévention, en fait, la recherche prévention classique. L'ARS finance souvent des actions dans des villes, dans les CPTS, dans les CMS. Il y a beaucoup d'actions, on demande beaucoup d'évaluations, donc ils connaissent comme l'évaluation, ils savent ce que c'est. Et peut-être aller vers ce genre de démarche en parlant de prévention plutôt que de soins pour les diététiciens, diététiciennes, infirmiers qui sont dans des réseaux de santé, par exemple, des réseaux d'obésité, diabète, maladies cardiovasculaires. Je pense qu'en passant par ces biais-là, c'est peut-être les faciliter justement dans la recherche après et leur donner envie d'y aller. Peut-être, voilà, c'était une petite réflexion. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je vous annonce que nous pouvons passer à la pause. Et vous pouvez donc vous arrêter sur les posters, télécharger l'application de la journée en scannant le QR code ou pour accéder au programme. Et on se retrouve dans la salle à 11h.